Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce huitième midi conférence. Mon nom est Elie Sawadogo, responsable du chantier d'avenir en sécurité alimentaire. Bonne année 2025 pour les personnes dont je parle pour la première fois cette année. Alors, beaucoup de santé, de détermination dans la réalisation des initiatives, des projets qui nous tiennent à cœur. Un petit aperçu des midi-conférences. En fait, c'est vraiment une plateforme, une tribune où on met en avant, en lumière, ce que comme initiative, stratégie, solutions innovantes d'amélioration de la sécurité alimentaire, que ce soit à l'échelle très locale, régionale, nationale et internationale. Alors, chaque dernier jeudi du mois, euh, que ce soit des étudiants, des professeurs, des experts, des gens qui ont un intérêt pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, on se retrouve pour présenter donc à travers une personne conférencière, mais on discute des innovations, de stratégies, d'initiatives pour justement amener cette amélioration-là. Vous le connaissez d'ailleurs que bon, on est dans un contexte mondial qui est assez difficile d'insécurité alimentaire. Rien que la semaine, ça sortait dans les nouvelles, la fin au Canada, où bon, on voit qu'il y a quand même des défis. Alors, c'est ça l'idée de cette plateforme-là. Ça fait un an qu'on a commencé depuis janvier 2024 et on a notre huitième. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter. On réfléchit à ces questions-là, à ces initiatives-là pour s'inspirer de part et d'autre afin de pouvoir avancer dans faire reculer l'insécurité alimentaire dans plusieurs régions du monde. Aujourd'hui, on est chanceux d'accueillir une conférencière spéciale. Alors, pour la présenter, je vais inviter Amélie. Amélie est chargée de cours, professionnelle de recherche à l'Université Laval et consultante aussi. Elle est diplômée de la deuxième cohorte du chantier. Fait que, Amélie, je te laisse la parole pour présenter brièvement notre conférencière du jour. Bonjour tout le monde. Merci Élie. C'est avec grand plaisir là, que je vais vous présenter Erika, puis je vais écouter Erika aujourd'hui. J'ai fait la demande spéciale de prendre le micro aujourd'hui à Élie. Je vous dis bientôt pourquoi, mais laissez-moi commencer par lire la présentation officielle, s'il vous plaît, d'Erika. Donc, engagée depuis plus de 15 ans auprès d'organismes communautaires et ONG internationales, œuvrant pour la justice environnementale et sociale, Erika Salem est spécialisée en gestion de l'environnement et sécurité alimentaire. Ses nombreux mandats à titre de coopérante volontaire, notamment avec Oxfam Québec en Amérique latine, en Afrique, pardon, et au Moyen-Orient lui ont permis de parfaire ses compétences en gestion de projet et acquérir une connaissance aiguisée des problématiques d'adaptation au changement climatique à travers le monde. Depuis 2019, elle concentre son travail sur les questions d'accès à une saine alimentation pour toutes et tous en tant qu'agente de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais et elle est impliquée bénévolement en tant que présidente du conseil d'administration de l'organisme Environnement Jeunesse. Sa présentation d'aujourd'hui portera sur les systèmes alimentaires territorialisés pour une transition écologique juste et solidaire en considérant des perspectives nord-sud. Alors, je me permets d'ajouter une partie à cette présentation. En fait, je dois dire que j'ai la chance de mieux connaître Erika, de connaître ses qualités, ses compétences. Depuis ma graduation là, au chantier d'avenir en sécurité alimentaire, j'ai fait la grande demande à Erika. Je lui ai demandé si elle voulait être ma mentor. Donc, j'ai la chance d'avoir plein d'échanges avec Erika qui, selon moi, était l'intervenante qui incarnait le plus ce qu'on apprend finalement au chantier d'avenir en sécurité alimentaire. Donc, juste pour vous dire, Erika, vous allez le voir de toute façon, elle a vraiment une vision d'ensemble de la sécurité alimentaire. Elle est hyper généreuse, elle partage ses connaissances, ses contacts. J'ai pu aussi constater à quel point elle est capable de travailler à une échelle locale, voire supralocale, mais aussi à l'international. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, vous allez l'entendre, c'est une communicatrice hors pair. Elle accueille, elle sait rassembler, elle accueille toute opinion avec ouverture, avec respect.
Elle fait preuve d'un grand leadership aussi. Elle connaît aussi bien ce qui se passe sur le terrain. Donc, elle connaît les programmes, les acteurs, mais aussi les interactions entre eux, en plus de se tenir très au fait de la littérature qui touche sur la sécurité alimentaire. Elle est très rigoureuse. Elle n'a pas peur de remettre en question son travail non plus. Puis finalement, je vais m'arrêter ici, mais je pourrais continuer très longtemps. Euh, Après tout ce que j'ai dit, je veux aussi souligner son engagement, puis aussi sa capacité à exprimer, puis à suivre ses convictions profondes, ses convictions sociales, environnementales, vous allez le voir. Erika, merci, tu es vraiment une grande source d'inspiration pour moi. Je Super, repasse la parole super, à Élie. super. Super. Merci, merci Amélie, merci pour cette présentation-là. On est très senché aujourd'hui d'avoir Erika. Alors, ce que je vais vous inviter avant de donner la parole à Erika, comme je disais, on a 3 moments dans cette session. Elle va faire une communication environ une trentaine de minutes. Après, on aura le temps de pouvoir discuter, échanger, vraiment faire. N'hésitez pas à faire des compléments. C'est une plateforme de partage. Mais je vais vous demander de fermer vos micros pendant sa présentation. Et n'hésitez pas aussi à nous dire là où vous vous situez actuellement. Moi, je suis à Québec, dans la ville de Québec. Au Québec, actuellement, on a un ressenti de -30, il fait très froid. Dites-nous où vous êtes, à Montréal, à RDC, quelque part en Afrique, la ville, le pays. Mettez ça dans le chat, ça nous permettra d'avoir une idée de là où vous vous situez. Alors, sur ce, Erika, je te laisse la parole pour ta présentation. Sens-toi à l'aise. Bonne écoute. Et Merci. je te dis. Merci, Élie. Merci pour l'invitation. Merci, Amélie, pour la belle présentation. Je suis un peu gênée après tous ces bons mots. C'est vraiment un bonheur pour moi que de t'avoir comme mentoré. Je vais vous partager mon écran sans plus tarder. Vous allez voir aujourd'hui, j'ai essayé de vous présenter. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez mon écran ou vous voyez Oui, moi? oui. Vous voyez bien la présentation, fantastique. Donc, attention, aujourd'hui, ça va aller vite. Comme Ellie a dit, mon objectif, c'est de vous présenter pendant 30 minutes. Je vais essayer d'aller dans les grandes lignes. Puis après, l'intérêt, c'est vraiment plus d'échanger avec vous. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses que je passe un peu rapidement, puis je vous demande de prendre des notes, puis on pourrait y revenir plus de vive voix par la suite. Ça va être plus intéressant d'en parler. Donc, je suis Erika Salem, chargée de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais. Comme ça a été dit, je fais ça depuis 2019. Puis aujourd'hui, on se parle de système alimentaire territorialisé, puis transition écologique juste et solidaire. Comment les systèmes alimentaires contribuent à ça, mais aussi d'avoir une perspective nord-sud. Souvent, dans mon travail quotidien maintenant, j'ai une perspective très locale, mais je vais vous parler de certaines perspectives qu'on peut voir plus à l'international. Donc, je vais faire une petite mise en contexte aujourd'hui. On va parler de résilience et transition. On va voir le droit à l'alimentation pour tous. Puis, on va voir comment ça mène finalement aux systèmes alimentaires territoriaux, puis comment ça peut nourrir le travail dans les systèmes alimentaires territoriaux. Une petite conclusion. Donc, pour commencer, là, je vous fais une présentation un peu personnelle parce que je vous parle de mes premiers moments, en fait. Je reviens à mes premiers moments en lien avec la sécurité alimentaire. En 2017, j'ai eu la chance d'être chargée de programme sécurité alimentaire environnement pour Oxfam Québec, donc au siège social à Montréal. Puis une des premières lectures que j'ai faites, c'est le SOFI, l'état de la nutrition dans le monde, 2017. Puis en ouvrant le SOFI 2017, j'ai vraiment été marquée, puis c'est quelque chose, c'est comme un clou dans mon parcours. J'ai été marquée par cette phrase qui disait, alors que ben, on voyait, il y avait les objectifs de développement durable depuis l'an 2000, puis là, les objectifs du millénaire avec cette vision de 2030. Puis ça allait, jusqu'à ce moment-là, ça allait bien. La sous-nutrition dans le monde diminuait. Puis là, j'ai vu ce tableau-là dans le SOFI que tout d'un coup, puis cette phrase-là qui disait la tendance semble être inversée. Puis il confirmait, dans le fond, quelque chose qu'on voyait depuis 2014, c'est que la sous-nutrition dans le monde se remettait à augmenter. Donc, ça m'a vraiment choqué cette phrase-là, puis je voulais repartir de là parce que c'est le moment où est-ce que j'ai commencé à travailler en sécurité alimentaire et que j'ai pas lâché. Je reviens sur mon parcours, là,
étudié en développement international à l'Université d'Ottawa. J'ai précisé mes études sur le mouvement d'économie sociale et solidaire avec les expériences qu'il y avait en Argentine suite à la crise de 2001. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke avec un intérêt pour la planification territoriale, la participation citoyenne et l'intégration du développement durable dans la planification territoriale. J'ai eu la chance de travailler pour Oxfam comme chargée de progrès, sécurité alimentaire, environnement. Et là, j'ai vu plus les questions d'agroécologie, puis comment on fait l'adaptation au changement climatique. Puis finalement, maintenant, je travaille pour le Conseil SAM, le Conseil du système alimentaire montréalais. Puis vous allez voir que toutes ces expériences-là, finalement, j'ai eu la chance de pouvoir m'en servir à travers ce qu'on fait quotidiennement au Conseil SAM parce qu'on fait de la planification, on travaille beaucoup avec l'économie sociale, puis évidemment, on est très orienté sur tout ce qui est développement durable, puis tranquillement qu'on se met à dire transition écologique. Donc, la résilience et la transition écologique, je voulais parler de ces expériences-là qui m'ont nourri et qui me nourrissent encore à ce jour, qui sont cruciales, des éléments qui, sans lesquels mon travail quotidien ne serait pas aussi riche et qui devraient continuer à nourrir tout ce qu'on fait dans nos systèmes alimentaires. Donc, je vous parle de Songhai au Bénin. Ça m'a démontrer l'importance de l'éducation des jeunes en particulier. Cette visite-là à Songhai, c'est une ferme qui met de l'avant les principes de système de production intégré à Porto Novo, qui met de l'avant l'agroécologie. Donc, on se promène dans une ferme modèle, puis on voit comment l'importance d'avoir une efficacité énergétique, les principes de durabilité, l'autonomie dans la production, être capable de construire ses propres outils, puis de pouvoir les réparer soi-même, faire la transformation de ces produits-là, puis travailler jusqu'à la mise en marché, le marketing, super important, mettre en valeur ces produits-là qu'on travaille sur la ferme de façon écologique, puis être capable de les vendre sur le marché. Donc, cette visite-là à Songhai a été réalisée en compagnie de gens qui étaient d'Haïti, du Congo, du Bénin, puis du Burkina Faso. Puis ces genres de fermes modèles-là qui mettent de l'avant les principes d'agroécologie sont fondamentales pour promouvoir ces principes-là, particulièrement auprès des plus jeunes, les plus jeunes agriculteurs. On a vu, là, on est allé visiter aussi d'autres fermes qui s'étaient inspiré de cette ferme modèle-là. Ça, c'était pour le Bénin. Ensuite, on passe à Haïti. En Haïti, j'ai grandement apprécié de voir les connaissances et pratiques traditionnelles. Donc, il y avait beaucoup d'impact sur des changements climatiques. J'étais là en 2016. Impact sur les productions traditionnelles. On a les jardins Lacou en Haïti qui se trouvent en arrière des maisons des habitants des différents villages. C'est des systèmes agroforestiers qui renforcent l'autonomie alimentaire des familles, mais aussi qui permettent de rapporter des revenus aux ménages avec certaines productions qu'on retrouve dans ces jardins-là. Donc, souvent, on va avoir du café à travers la production d'aliments dans ces productions en agroforesterie. Puis, ben, le café en Haïti a des gros problèmes de production à cause de maladies puis des changements climatiques en général. Il y a une grave baisse de la production du café. Et donc, il fallait trouver des approches d'adaptation. On a testé le moringa qui permettait d'avoir un apport nutritif, combattre l'érosion, apport économique, potentiel économique incroyable avec vente des différents sous-produits de cet arbre-là. Ce que je voulais dire par rapport à Haïti, c'est que j'ai vraiment grandement apprécié l'importance des approches traditionnelles de gestion communautaire basées sur l'entraide et le vivre ensemble, notamment là, toute l'approche CONBIT qu'on a en Haïti, qu'on avait. C'est des approches traditionnelles qui, avec le temps, s'érodent, mais qui restent importantes. Les principes du CONBIT restent super importants, puis on devrait continuer à s'inspirer de ça, puis à les adapter partout dans le monde, ces pratiques-là qui permettent d'avoir une meilleure résilience communautaire. Puis il y a tous des savoirs traditionnels en agriculture, comme à travers les jardins Lacou.
Finalement, une dernière expérience que j'ai eue à l'international, c'était en Palestine. Donc là, vraiment, c'était l'importance des luttes et résistances pour l'accès à la terre. Donc, l'agroécologie, c'est fondamental, mais encore plus quand on est sous pression. Puis la pression, ben, je ne l'ai pas nommé plus tôt, mais on a bien sûr les changements climatiques puis les conflits. Puis la Palestine, c'est ce mélange-là des deux qui vient vraiment mettre sous pression une société qui traditionnellement est basée sur l'agriculture et qui, par pression coloniale, n'a plus accès ou a des difficultés d'accès à la terre. Quand on a accès à la terre, ce n'est pas dans des conditions les plus faciles. Là, j'ai mis une des photos qu'on a qui est dans le coin d'Hébron, dans le sud, où est-ce qu'on voit l'importance d'une bonne gestion de l'eau avec une approche qui permet de garder au maximum, ben, optimiser sa gestion de l'eau, notamment la gestion des fertilisants. Donc, on a travaillé je reviens toujours à l'éducation à l'agroécologie. En Palestine aussi, on travaillait sur l'éducation à l'agroécologie. On donnait des formations par des expertes et des experts locaux en permaculture pour des femmes et des jeunes. On travaillait en pleine terre, en aquaponie, sur les toits, dans des serres, donc plein de techniques différentes qui s'adaptent aux différents milieux où est-ce qu'on retrouve la population. Puis ça m'a vraiment enseigné l'importance de la souveraineté alimentaire puis de l'autonomie alimentaire pour faire face aux pressions qu'il peut avoir sur certains territoires. Puis j'avais même la chance d'avoir accès à un panier, mon panier bio d'une ferme locale quand j'habitais là-bas. Donc, pied de nez à l'occupation. Mais tu sais, le droit à l'alimentation, finalement, ben, avec la hausse des inégalités, c'est partout dans le monde. Puis au Québec, ben, on fait face aussi à cette réalité-là. Et ben, Élie l'a nommé en début là, de rencontre, l'insécurité alimentaire augmente et c'est le cas aussi au Québec. Ça se passe à cause du coût du logement qui augmente, la hausse du prix des aliments, l'isolement des personnes peut avoir un impact important sur l'insécurité alimentaire, puis la sécurité alimentaire, puis les inégalités systémiques aussi. Donc, on peut s'intéresser. Ce que je voulais nommer, c'est qu'on avait, à travers le temps, on a de plus en plus de données et d'intérêt envers ça. Mais je vous avouerais qu'il y a 5 ans, c'était encore très flou qui vit dans l'insécurité alimentaire. On s'est toujours intéressé à la question. Je suis retombée encore récemment sur un vieux document de 1997, puis on dirait qu'on n'arrête pas de dire tout le temps la même phrase. Le profil des personnes que l'on voit dans les banques alimentaires se transforme. Ça a l'air qu'on dit ça depuis toujours, mais c'est vrai, puis c'est important de comprendre ça, puis de voir, c'est bien de revenir en arrière, puis en lisant ce document-là, je voyais, ah ben les gens qui allaient dans les banques, les gens dans les banques alimentaires se disaient, ah mon Dieu, ce n'est plus que les personnes qui ont des problèmes et ne travaillent pas, c'est aussi des gens qui viennent de perdre leur emploi. Bref, aujourd'hui, on est rendu au point où est-ce que on a des gens qui sont en plein emploi, qui sont en insécurité alimentaire, on a beaucoup plus d'étudiantes et étudiants qui se présentent dans les banques alimentaires. Donc, le profil, mon point là-dessus, c'est juste de s'intéresser au profil des personnes qui vivent l'insécurité alimentaire, puis de travailler avec elles pour comprendre leur réalité, puis d'assurer des projets qui répondent véritablement à leur réalité, puis les limites auxquelles elles font face. On n'a pas de solution parfaite pour tout le monde, même au niveau, même si je nommais, même avant le début de la réunion, je parlais de revenu minimum garanti. La hausse du revenu est clé pour faire face à l'insécurité alimentaire, mais il faut s'intéresser même à l'insécurité alimentaire de façon plus large par rapport notamment ben, on a des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans l'insécurité alimentaire au Québec. Je pense que c'est 20% des enfants qui sont en insécurité alimentaire. On a les personnes aînées qui vivent de l'isolement, même si elles ont de l'argent dans leur compte en banque en étant isolées, elles vivent de l'insécurité alimentaire parce qu'elles se ne nourrissent plus bien. Donc, un des éléments aussi que je voulais aborder, c'est la résilience, puis l'inclusion, puis les dynamiques de balance entre les deux concepts. On a un texte qui date de 2017 qui dit « Arrêtez de vous concentrer sur la manière de rendre les citoyens plus résilients, quel que soit le stress qu'ils rencontrent, car cela signifierait seulement
qu'ils pourraient subir davantage de souffrance, de privation ou de dégradation de l'environnement à venir. Concentrez-vous plutôt sur essayer, au moins, de changer ces facteurs. Donc, arrêtez essayer de rendre les gens plus résilients, mais vraiment comprendre pourquoi ils sont dans cette situation de crise. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont dans des situations difficiles? Aller à la racine des problèmes plutôt que d'essayer toujours de mettre des pansements. Souvent, les solutions à l'insécurité alimentaire sont pensées en termes de pansements. Puis, je voulais nommer aussi la balance, justement, en lien avec ça. La balance qu'on doit avoir entre la réponse à l'urgence. Donc, si on est à l'international, on va parler d'aide humanitaire, mais ici, à Montréal, on va parler d'aide alimentaire, qui est un peu l'équivalent finalement. Puis, on a des projets qu'on dirait plus de développement d'un système durable, inclusif, résilient, donc des projets qui permettent véritablement de transformer notre système alimentaire. Puis, c'est important de ne pas mettre tous nos œufs dans un panier ou l'autre. Il faut toujours continuer à faire les deux parce qu'on a des gens qui sont en insécurité alimentaire grave et qui ont besoin d'être appuyés, puis on a besoin de transformer notre système alimentaire. Donc, ces temps-ci, je trouve qu'on se prend un peu la tête des fois entre les deux à savoir, mais est-ce qu'on devrait continuer à donner de l'argent pour les banques alimentaires ou est-ce qu'on devrait plus faire en sorte que les gens aient accès à des logements abordables? Puis, il n'y a pas une réponse qui est meilleure que l'autre. Il faut vraiment toujours avoir une approche balancée dans ces différentes réponses-là pour transformer notre système alimentaire. Donc, j'arrive finalement au système alimentaire territorialisé. Qu'est-ce que c'est un système alimentaire territorialisé? Bon, premièrement, c'est dans un territoire donné. On va déterminer sur un territoire particulier. Par exemple, moi, au Conseil SAM, le Conseil du système alimentaire montréalais, ben, c'est l'ensemble de la ville de Montréal, sauf qu'on a plein de petits systèmes alimentaires à différentes échelles de territoire qui s'intéressent à transformer leur propre réalité, par exemple, dans un arrondissement ou même dans un quartier. Puis c'est la structure de gouvernance des acteurs sur ce territoire-là qui collaborent pour comprendre c'est quoi les enjeux prioritaires par rapport à l'accès à une alimentation saine et la production d'aliments sains. Puis non seulement comprendre ensemble les enjeux, mais aussi définir les solutions, puis mieux collaborer ensemble pour définir ces solutions-là. Puis c'est vraiment la raison pourquoi l'alimentation et la sécurité alimentaire, je trouve ça si riche et intéressant parce que, premièrement, tout le monde mange, donc tout le monde est interpellé par ça. Je suis pas dans un domaine où est-ce qu'il y a certains êtres humains qui peuvent dire, moi, ça me touche pas. Tout le monde est touché par cette réalité-là. Et puis, c'est à l'intersection d'une pléthore de secteurs, là, quand on va dans le comment, tu sais, on peut travailler ces enjeux-là, ces solutions-là à travers la culture, l'environnement, la nutrition, le développement socio-communautaire, l'urbanisme, l'économie alimentaire, l'éducation. Bref, il faut comme avoir un esprit généraliste riche, puis garder une vision ouverte sur tous ces sujets-là. Donc, ça prend une curiosité infinie, puis c'est vraiment, c'est si riche comme domaine. Puis en plus, ben, si on veut bien y arriver, ben, le qui est super important. Il faut avoir différents types d'acteurs autour de la table. Ça ne peut pas être juste la société civile ou juste des chercheurs. Il faut ramener même les fonctionnaires, les élus, les gens qui sont en production. Souvent, le problème dans les SAT, on oublie les producteurs. C'est un peu fou, mais on est en train de travailler pour ça. Ça a été une critique qui a été énoncée récemment sur le fait que souvent, on n'a pas les producteurs autour de la table. Je passe. Donc, le Conseil du système alimentaire montréalais, c'est une concertation intersectorielle. C'est le Conseil de politique alimentaire de Montréal, finalement. Il a été officialisé en 2018. La mairesse de Montréal a décidé, oui, on a un Conseil de politique alimentaire. Elle a officialisé le Conseil SAM. On a un réseau qui est formé de plus de, on dit 150 à 200 organisations. Je ne serais pas étonnée si c'était plus. On a un énorme réseau d'acteurs. Le Conseil SAM en soi, le noyau, il est formé de 22 membres, mais on a des groupes de travail qui rassemblent différents experts sur les thématiques principales de notre plan d'action. Donc, on a l'insécurité alimentaire, circuit court de proximité, saine alimentation, empreinte écologique, des experts sur ces questions qui se rassemblent
pour faire avancer notre compréhension des enjeux puis les solutions à mettre de l'avant, puis qui partagent finalement le but de tout ça, c'est d'avoir une vision commune claire. Parce que ce qu'on se rend compte, premièrement, c'est que souvent, les gens comprennent pas bien les enjeux et puis ou sinon, ont des solutions très similaires. Donc, on a plusieurs acteurs qui font la même chose sur un même territoire, à Montréal, par exemple, et qui ne se parlent pas, ne se connaissent pas, dédoublent le travail. Donc, on essaie aussi d'optimiser ce travail-là pour le travail de maillage dans mon quotidien est hyper important de faire en sorte qu'il y ait une meilleure collaboration entre les acteurs qui travaillent sur les mêmes enjeux. Il y a plusieurs enjeux là, liés à un conseil de politique alimentaire, là, notamment tout établir la gouvernance. Je ne vous dis pas combien de réunions on a passé à juste définir comment on prend nos décisions. Et puis, on a tout un document de gouvernance. Il y a beaucoup de choses à améliorer parce que la transparence est si importante si on veut faire de la participation citoyenne. Donc, on a encore plein de choses à améliorer pour notre gouvernance, mais on est là-dessus quotidiennement. Donc, en tant que conseil de politique alimentaire, on travaille dans notre SAP, notre système alimentaire. Nous, on a 4 rôles. Je vous l'ai dit, là, le travail de coopération est clé. On agit comme un espace de coopération, de concertation, de maillage. Donc, souvent, je dis que j'ai un œil de Sauron parce que je vois un peu tous les gens, tous les acteurs dans notre système alimentaire, puis j'essaie de les connecter ensemble, je les rassemble. Je dis je, mais on est toute une équipe. On les rassemble en organisant des événements. On crée des opportunités de partage de connaissances. On travaille avec les données de la recherche. Donc, c'est super important aussi. Souvent, on va croire qu'on connaît un enjeu, mais on n'a pas les bonnes données finalement. Puis on pense, par exemple, dans l'adaptation au changement climatique, on a un raffinement de la compréhension de qu'est-ce qu'on doit faire en fait en alimentation pour lutter contre les changements climatiques. Puis je vous garantis qu'il y a 5 ans, on n'avait vraiment pas autant de données que maintenant, que c'était vraiment moins clair que, par exemple, il faut réduire notre consommation de viande ou il faut réduire le gaz. On savait qu'il fallait faire ça, mais là, on commence à véritablement avoir des données. Puis, ben, c'est beaucoup plus facile après d'aller voir les décideurs puis de convaincre les acteurs d'aller dans ces voies-là puis de faire de la sensibilisation dans ce sens-là. Donc, je vous parle d'aller voir les décideurs. Un de nos rôles, c'est de travailler sur les politiques. Donc, s'assurer qu'il y a des politiques qui sont mises en place qui répondent à ces enjeux-là et qui font en sorte qu'on a un système alimentaire plus durable. Puis finalement, on soutient des initiatives. Donc là, c'est des projets, c'est des organisations, c'est des collaborations qui se mettent en place. On va soutenir financièrement, mais aussi juste en appuyant de façon avec notre grande parole aussi, on peut dire au gouvernement, ben, il y a certaines initiatives qui sont vraiment importantes. Je pense, par exemple, au programme d'alimentation scolaire universelle que je vous reparlerai. Donc, on a un plan d'action régional intégré. Donc, ce qu'on fait, c'est que annuellement, disons, on rassemble tous nos partenaires pour bien définir c'est quoi nos enjeux, nos priorités, puis tout notre travail, on l'a structuré selon 5 orientations principales qui sont les circuits courts de proximité, donc favoriser une production locale, mais aussi un approvisionnement, par exemple, dans nos institutions de santé, les écoles. On va réduire l'empreinte écologique du système alimentaire. Donc là, on s'intéresse au gaspillage alimentaire, à la réduction des GES, à la transition dans notre alimentation, qu'est-ce qu'on doit prioriser comme type d'aliment. Insécurité alimentaire, ben là, je vous en ai parlé pas mal avant. Saine alimentation, puis empreinte écologique, tout ça, finalement, on essaie de mettre des catégories, mais vous allez vous comprendre que dans notre travail, tout se recoupe. Quand je parle d'empreinte écologique, ben, c'est lié à la saine alimentation. Si je parle de circuits courts de proximité, nécessairement, je veux que ça soit aussi dans mes projets d'insécurité alimentaire. Donc, on essaie de faire des catégories, mais au final, tout se recoupe, puis c'est important que ça se recoupe. C'est un tout, puis il faut toujours avoir cette vision d'ensemble de nos enjeux. Je veux parler des solutions parce que c'est une problématique qu'on a dans la vie quand on présente, on ne parle pas assez des solutions. Donc, j'aurais pu en nommer 46, puis on pourrait, 46 ou vraiment des centaines de solutions, des projets concrets qui existent. Je vous en nomme quelques-uns, mais on pourrait y revenir. Un qui est vraiment, à mon avis,
crucial puis que présentement est dans un dossier très chaud, c'est le programme d'alimentation scolaire universelle du Québec. Je vous l'ai dit, on a 20% des jeunes du Québec qui sont en insécurité alimentaire. C'est extrêmement grave d'avoir des jeunes qui sont sur les bancs d'école et qui sont pas bien nourris. On est au Québec, on est capable de les nourrir, puis non seulement on est capable de les nourrir, mais ça serait bon, notre argument pour le gouvernement, c'est que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'autonomie alimentaire. Si notre programme est fait de façon, parce que ce programme-là, c'est pas juste d'assurer un repas dans toutes les écoles à tous les élèves, que ce soit accessible, mais c'est aussi d'assurer une littératie alimentaire. Donc, il y a un contenu dans le quotidien des élèves qui adresse l'alimentation et qui renforce leur littératie alimentaire. Donc, beaucoup de travail à faire dans ce programme-là. On pourrait en parler longtemps. On y reviendra si vous voulez. Il y a un bras de fer présentement entre le fédéral et le provincial par rapport à ce financement et c'est incroyable. On a, puis il y a beaucoup d'exemples à travers le monde. Dernière chose que je veux dire, là, on est le seul pays du G7 à ne pas avoir un programme d'alimentation scolaire universelle. C'est inacceptable. Il n'y a aucune raison pourquoi ce soit le cas. On a les bons solidaires, puis j'ai mis la taxe sur les boissons sucrées. On est en train de travailler aussi sur un autre programme qu'on voudrait voir à l'échelle du Québec qui est à la base, c'est une idée de coupon, donc d'avoir accès à un montant d'argent pour aller dépenser dans des marchés. On est en train de voir comment faire évoluer cette pratique qui est quand même assez vieille de coupons alimentaires, finalement, pour qu'il y ait vraiment un principe d'agentivité. Donc, que les personnes qui utilisent ces coupons-là, en fait, fassent partie du projet et puissent décider eux-mêmes quels aliments ils peuvent aller chercher, où est-ce qu'ils peuvent aller les chercher, ces aliments-là. On veut valoriser les produits locaux du Québec dans ce programme-là, mais on veut aussi que les gens qui bénéficient de ce programme-là décident eux-mêmes de qu'est-ce qu'ils mangent. Puis il y a vraiment une transition vers une citoyenneté alimentaire qui peut être faite avec ce programme-là, puis on est là-dessus. On s'inspire beaucoup de ce qui se fait en France par rapport aux caisses alimentaires communes. On y reviendra. Il y a des pôles alimentaires solidaires. Ça, pour moi, c'est un exemple clé de ce qui peut se faire dans un système alimentaire territorialisé parce qu'on parle de collaboration. On parle de mutualisation des infrastructures et des ressources. Donc, quand on travaille sur des pôles, donc ces pôles-là permettent d'approvisionner, d'entreposer, de distribuer des aliments locaux, que ce soit pour des institutions de la santé, des institutions scolaires ou des organismes en sécurité alimentaire, notamment, là. Puis même, ça peut être des entreprises de transformation. Donc, il y a beaucoup de potentiel avec les pôles nourriciers. Il y en a qui se mettent en place à Montréal, puis ça commence à fonctionner avec l'approvisionnement en aliments locaux. Mais il y a beaucoup de défis encore, notamment l'accès à l'espace. On est là-dessus. Puis, je vous parle du programme d'accompagnement de détaillants et commerçants pour la transition écologique parce que c'est un peu à côté. On est moins dans l'insécurité alimentaire, mais c'est tout aussi pertinent et important. Quand on parle de transition écologique, il faut que ça se fasse à tous les niveaux. Puis, il ne faut pas laisser de côté les commerces, les détaillants. Puis, les PME ont certainement leur place dans les systèmes alimentaires territorialisés. Ce sont des endroits qui sont connectés avec leur milieu, des portes là, sur la communauté, puis de travailler avec ces détaillants-là pour qu'ils contribuent aux enjeux de notre système alimentaire. C'est fondamental, puis ça fonctionne bien. Nos petits détaillants, tous les petits boui-boui qu'on a dans nos quartiers, en fait, peuvent contribuer très fortement à la transition alimentaire, que ce soit en réduisant les emballages qu'ils utilisent, en ayant une meilleure gestion des matières résiduelles et de compost, en transformant leur menu, en ayant plus d'offres végétalisées, de protéines végétalisées. Il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place dans ces commerces-là. Il y a un intérêt, puis il y a des experts qui accompagnent ces commerces-là selon leur intérêt. J'aurais pu en nommer beaucoup d'autres. J'ai gardé ça pour ça. J'essaie de passer vite, là. Il reste les forums SAD. Ben, je voulais vous le nommer parce que finalement, moi, je vous ai parlé de l'expérience de Montréal, mais dans chacune des régions du Québec, il y a des systèmes alimentaires qui s'enracinent
Donc, des systèmes alimentaires territorialisés, ces collaborations où est-ce qu'on essaie de comprendre les enjeux et les solutions à mettre en place qui sont adaptées à chacune de ces régions-là. Donc, on rassemble tout ça au Québec présentement sous le Forum SAT. Puis d'ailleurs, il va y avoir l'événement Forum SAT 25-26 février prochain à Saint-Hyacinthe. Donc, les différents systèmes alimentaires vont se rencontrer. En plus de tous les partenaires que vous pouvez voir, là, il y a plusieurs partenaires au Québec qui collaborent pour qu'on puisse mieux transformer nos systèmes alimentaires puis les rendre plus inclusifs et résilients. Si vous allez sur le site web du Forum SAT, vous allez trouver des synthèses régionales, des enjeux, des solutions qui sont mises en place. C'est très riche. Oui, ben, il y a des SAT aussi qui se font ailleurs. Puis c'est super important ce travail-là. Je vous ai pris un exemple qui m'a sauté aux yeux, là, qui est la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal. Donc, c'est de démontrer que le travail des SAT, le travail de collaboration, il doit se faire dans l'ensemble des territoires. C'est une collègue là, de SICO qui m'a partagé cette expérience-là, puis on est en lien à travers la recherche avec d'autres expériences comme ça qui prennent place à travers le monde pour comprendre là, comment mobiliser, structurer, faire notre gouvernance, influencer, être reconnu, sensibiliser, avoir des bonnes pratiques dans notre travail. C'est super intéressant, c'est toujours riche d'échanger avec les différentes expériences qui prennent place à travers le monde. Donc, ça, c'en est une. On peut lire là, que j'aimais ça ici. On voit cette note est une synthèse des problématiques discutées sur les systèmes alimentaires et des recommandations formulées à l'endroit de l'État et des collectivités territoriales. Fait un des points vraiment fondamentaux, c'est d'influencer les décideurs. Puis il faut les éduquer pour ça. Puis ça prend beaucoup de travail en collaboration. Donc, il y a tellement de choses que je ne vous ai pas nommées, mais tout ce que je veux dire, c'est que à la base des systèmes alimentaires territorialisés se trouve la solidarité, la coopération, puis les droits humains, le respect des droits humains, notamment le droit à l'alimentation qui doit être reconnue comme un droit et non pas comme une marchandise pour toutes et tous, ici comme ailleurs. Donc, à chaque fois qu'on s'alimente, on a un impact sur notre monde, on a un impact sur des gens. On a déjà, même ici, notre système alimentaire, il y a beaucoup de choses à améliorer par rapport aux droits des travailleurs. Et puis, je terminerai avec l'importance de la souveraineté alimentaire des peuples et la démocratie alimentaire. C'est en collaborant ensemble à travers les territoires qu'on va réussir à mieux se nourrir et faire face aux enjeux et défis qui nous frappent de plein fouet présentement. Ça serait tout. Bravo. Bravo, Erika. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Parfait. Fait qu'on enchaîne avec la deuxième partie échange, discussion, complément. C'est qu'il y a des gens qui doivent quitter à 13 heures. Et je salue au passage les chargés de cours, les professeurs, Patrick, j'ai nommé Patrick, j'ai nommé Annie Béda, j'ai vu Stéphanie se connecter aussi, qui est chargée du cours du système alimentaire dans le cadre du programme. C'est qu'il y a des profs aussi qui sont connectés, qui sont en Afrique. J'ai vu Ousseni Bakouan du Burkina, André du Sénégal. Je ne sais pas si j'ai tout nommé. Alors, est-ce que Patrick, tu voudrais, c'est pas commentaire, question, c'est que tu dois quitter à 13 heures. Commentaire, merci pour la présentation. Question, moi j'en ai toujours sur ces concepts d'où je les regarde. Alors je vais en poser une qui est pas une question piège, mais qui me turlupine quand on a fait le travail autour de Québec et puis dans plein d'autres endroits. Où sont les acteurs mainstream dans le Conseil SAM aujourd'hui? Quelle est leur participation? Comment est-ce que on arrive à les mobiliser, ou est-ce que ça reste, comme souvent, un monde d'entre-soi, de gens qui sont convaincus de l'intérêt des alternatives, mais qui se développent dans des niches un peu à côté, quoi? Est-ce que quand on dit mainstream, est-ce qu'on parle de l'agro-industrie? On parle de l'agro-industrie, de métro, de l'oblast, des gens qui nourrissent aujourd'hui, je pense que c'est à peu près 75-76% des Québécois.
J'ai envie de répondre des choses malheureuses. Faut y aller. Dans le sens que ça me fait beaucoup. Je pense que ces industries-là, ces agro-industries-là ont un certain intérêt, mais l'intérêt est économique. Donc, ils vont être motivés à travailler sur les problématiques du système alimentaire tant qu'ils voient le signe de dollar au bout de leur carotte. Donc, il y a une limite de leur contribution à ce qui peut être fait. Puis je pense que les systèmes alimentaires, surtout, là, je parle de mon expérience au Québec présentement, puis avec le Conseil SAM, on commence à avoir tu sais, on a enfin une planification plus ou moins claire, là, quand même, de qu'est-ce qu'il faut faire. On voit où est-ce que l'agro-industrie peut avoir un intérêt. On peut la pousser vers cet intérêt-là. Puis là, je parle beaucoup, par exemple, ben, ils vont être d'accord pour réduire le gaspillage alimentaire. Et donc là, même le gouvernement est en train de travailler pour on a peur d'avoir une réglementation pour obliger de faire les erreurs de la France, à obliger les épiceries à redonner aux organismes alors que les organismes n'ont pas les moyens, puis que comment on va appliquer ça. Bref, euh, toute l'histoire de réduction du gaspillage alimentaire, mais on pourrait les mobiliser sur certains objectifs où est-ce qu'ils voient le signe de dollar, mais j'avoue qu'il y a une limite parce que l'objectif d'un système alimentaire, c'est de répondre aux besoins des humains. Puis si l'objectif commun, l'objectif de base, n'est pas partagé par l'acteur qui veut venir collaborer, ça va être difficile au final de véritablement collaborer, notamment d'avoir une place dans la gouvernance, puis on ne rassemble effectivement que les gens qui ont comme objectif ultime de travailler pour la dignité des gens. Donc, c'est une faille. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de développer des approches. Oui, on reste avec des approches alternatives. Il y a des éléments sur lesquels l'agro-industrie peut contribuer, puis on va les inviter à le faire, notamment en termes de transition écologique, d'empreinte environnementale. Euh, Ils peuvent même essayer de se targuer qui réduisent l'insécurité alimentaire avec la redistribution des surplus, mais pour moi, c'est un leurre. Mais tu sais, au final, ils peuvent même contribuer en mettant plus d'avant les produits locaux dans les épiceries. Mais à un moment donné, il y a une limite à l'intégration de l'agro-industrie. Je pense que quand on n'est plus en relation avec la communauté, où est-ce qu'on se trouve, tu sais, même un détaillant, là, on va sur IGA, puis ça va être le IGA Pagé. Ben, Monsieur Pagé est un humain qui est dans cette communauté-là et qui certainement a un intérêt à ce que il y a un intérêt envers l'humain de sa communauté, les humains de sa communauté et va donc être mobilisable et pourrait contribuer. Mais à un moment donné, quand c'est plus humain, quand ça devient de l'agro-industrie inhumaine, où est-ce qu'on ne sait plus là, qui est derrière, moi, j'ai aucun espoir, puis j'avoue, là, j'ai pas beaucoup d'intérêt à travailler dans le sens de les ramener, je ne vois pas. C'est là que je rentre dans l'hyper local, puis je travaille dans ma communauté à trouver des façons alternatives de s'approvisionner. Puis je m'inspire beaucoup, par exemple, des caisses communes. Mais oui, on peut rester un peu comme un boui-boui à côté, puis qui sera jamais mainstream. Je sais pas. C'est bon, Patrick? Parfait. Oui, oui, je suis pas surpris. C'est un problème majeur. Ouais. C'est un problème majeur parce que ces industries-là et la façon dont leurs produits sont distribués, c'est quand même ça qui est l'essentiel de l'alimentation des Québécois aujourd'hui. Et des C'est ça Montréalais sans doute aussi. j'ai plus d'espoir à transformer puis à éduquer, justement. Puis avec la littératie alimentaire, c'est là que je me dis, si les jeunes apprennent à bien manger, à bien s'alimenter, parce qu'il y a une érosion des connaissances, là, puis des compétences en alimentation des gens. Puis c'est là que si tu sais comment bien te nourrir, si tu sais qu'il faut que tu manges moins d'aliments transformés, parce que c'est quoi au final les multinationales, là, quand on regarde le gros schéma des multinationales de l'alimentation, c'est tous les produits transformés, puis on est capable de vraiment mieux vivre, être en meilleure santé si on en mange moins de ces produits-là, si on en consomme moins. Donc, moi, personnellement, mon espoir, c'est toujours à travers l'éducation puis la transformation
du quotidien des individus. Merci beaucoup. Merci. Autre question, commentaire, réaction? Je vais nommer Annie, Stéphanie. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Annie? Oui. Merci beaucoup, Erika, pour cette excellente présentation, vraiment inspirante aussi. Euh, J'aurais envie de poser une question qui jette un peu la loupe sur votre parcours. J'ai trouvé particulièrement intéressant le fait que vous ayez présenté au départ certaines implications que vous avez eues à l'international, par exemple, et désormais, comme vous l'avez dit, vous pouvez être tout autant amené à travailler à des échelles beaucoup plus locales dans vos engagements actuels. Donc, j'étais curieuse de savoir, peut-être que vous partagez un peu avec nous, est-ce qu'il y a certaines leçons clés ou certains éléments clés, ou ça peut être des compétences clés aussi à votre guise? Est-ce qu'il y a certaines inspirations de votre vécu à l'international que vous sentez que vous pouvez tout à fait aussi utiliser couramment dans vos réflexions, dans votre manière de travailler ou qui vous inspirent encore aujourd'hui dans votre travail qui peut parfois être à des échelles beaucoup plus locales? Merci. C'est une bonne question, merci. Euh, j'ai envie de répondre. Moi, j'étais en fait, je vais utiliser le terme flabbergasté. J'étais vraiment étonnée de voir comment au Québec, on parlait pas d'agroécologie, en fait. Ça a été jusqu'à récemment, là. Il y a eu Monsieur Olivier, c'est quoi son nom, là, qui a sorti le livre? Olivier, Oui, Alain, Alain Alain Olivier. Olivier. Alain Olivier, Oui. qui était enfin, tu sais, je me disais, mais mon Dieu, il n'y a personne. Il était temps que quelqu'un parle d'agroécologie. Puis moi, dans mon travail, quand je parlais d'agroécologie, on me regardait comme si j'étais une hippie qui parlait de la Lune et je sais pas trop quoi. Puis il y a une cassure entre l'utilisation de certains concepts au Québec que je ne sais, j'aurais des petites pointes d'idées pourquoi, mais il y avait cette crainte-là de parler d'agroécologie alors que c'est fondamental pour l'ensemble des acteurs. Puis je trouve que, tu sais, mon expérience à l'international est surtout dans la production puis l'adaptation au changement climatique. Puis c'est vraiment effrayant de voir comment à l'international, dans les projets que je faisais, la quantité de ressources qu'on avait pour faire de l'accompagnement pour des personnes qui font de la production maraîchère. Donc, des gens qui sont là pour nourrir leur famille et leur communauté, qui étaient accompagnés puis qui avaient des ressources pour comprendre comment faire une adaptation au changement climatique euh, dans leur travail quotidien de production. Puis quand je regarde ce qui se passe au Québec présentement, les gens qui nous nourrissent, les producteurs maraîchers, qui ont plein de limites par rapport à l'accès à la terre, par rapport aux ressources qu'ils ont, par rapport à l'accès au marché, euh, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement, de programmes pour faire en sorte que ces gens-là puissent eux et elles aussi s'adapter, avoir des assurances agricoles, être capables de faire en sorte de faire face à une tombée de grêle ou peu importe, puis qu'ils sachent c'est quoi les meilleures pratiques, d'avoir des programmes de transition euh, solide pour ces gens-là. Souvent, ce qu'on voit, c'est ce qui va être disponible au Québec va être plus pour justement la grande industrie. Les ressources vont être orientées pour avoir des grandes serres de production, mais ceux qui nous nourrissent ici, qui cherchent à avoir une production agroécologique, ont très peu de ressources. Donc, je ne sais pas si c'est une leçon clé ou une inspiration, mais c'est une approche critique de la comparaison de ce que je peux voir par ce qui se passe à l'international par rapport à ici. Puis le fait, c'est ça, c'est ma leçon clé, c'était il y a 10 ans, on travaillait sur l'adaptation au changement climatique ailleurs dans le monde. Puis ici, on commence à le faire et à comprendre en fait les vulnérabilités puis les risques auxquels sont soumis notre système alimentaire. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on travaille beaucoup plus, d'être beaucoup plus sensible à l'importance des différentes vulnérabilités qu'il y a dans un système alimentaire, au-delà de la production, là je passe ailleurs, au-delà de la production, des grandes vulnérabilités dans le système alimentaire. Puis malgré tous les événements de la COVID, on n'a pas vraiment approfondi de façon structurée ces vulnérabilités-là
quand on parle d'entreposage, de distribution, même dans la transformation, il y a beaucoup de travail à faire. Puis je trouve que les leçons de notamment la COVID n'ont pas été vraiment très bien intégrées. Merci Parfait, beaucoup. parfait. C'est qu'il y a 2 mails levées, il y a 2 questions dans le chat. OK. Madina, après, ça va être Guy. Madina? Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez? Faiblement. Ok. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ok. Merci beaucoup à Madame Erika pour la présentation et surtout pour le partage d'expérience. Voilà. Maintenant, j'ai 2 questions. Voilà. Actuellement, ici au Burkina, nous, on a un problème. Il y a un gain. Il y a un gain d'intérêt. Les gens ont beaucoup d'intérêt, du moins, s'intéressent plus du moins à l'agroécologie, mais il y a un problème d'intrants qui se fait sentir sur le marché. Voilà. Maintenant, est-ce qu'au cours de votre expérience, vous avez eu à travailler dans les pays de l'Afrique subsaharienne, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce problème-là? C'est-à-dire, les gens sont intéressés, mais il y a vraiment un problème d'intrants biologiques. Et comment vous avez pu surmonter ce problème? Et la deuxième question, c'est en Afrique subsaharienne, parmi la panoplie de techniques agroécologiques, quelle est la technique la plus efficace? Merci beaucoup, Madame Erika. Merci, Madina. C'est passé rapidement. Erika, tu Vos veux? questions, je suis un peu gênée parce que j'ai vraiment pas une expertise sur l'Afrique subsaharienne, puis je suis pas la mieux placée pour donner des meilleures, vraiment des réponses précises à vos questions. Ce que je peux dire, c'est que le problème, ben, l'agroécologie, à mon humble avis, c'est une réponse en partie à ce problème d'intrants, dans le sens que moi, je pense beaucoup plus à mon expérience en Palestine. C'était grâce à ces approches alternatives puis aux innovations qu'on tentait de mettre en place avec les ressources locales qu'on réussissait à avoir une production qui était plus basée sur des fertilisants chimiques qui coûtent très cher, puis en allant chercher on réfléchissait, puis c'est un besoin là, travailler sur l'innovation de quels matériaux, quelles ressources on peut utiliser pour transformer nos pratiques puis se rendre moins dépendants des, des fertilisants chimiques notamment. C'est en travaillant dans l'innovation qu'on peut y arriver. J'ai pas des bonnes réponses. Tu sais, je pense à dans le coin de. La mémoire m'échappe là, parce que ça fait plus de 10 ans, mais on travaillait beaucoup avec ce qui pousse, les plantes qui poussent dans les lagunes là, près de Porto Novo, puis près de ouais, dans le coin de Porto Novo pour aller chercher ces genres de plantes qui étaient en train d'étouffer les cours d'eau, puis on pouvait les transformer, les faire sécher, puis les utiliser comme intrants dans les jardins, mais c'est vraiment pas la même réalité partout, là. Je parle vraiment de ce qu'il y avait à Cotonou puis Porto Novo, ce qui est vraiment pas la même chose du côté du Burkina. Donc, j'arrêterai ma réponse parce que je n'ai pas j'ai pas des bonnes réponses. Excellent. Merci, Erika. Mais je sais qu'il y a des profs. André, je ne sais pas si tu veux glisser un mot par rapport à la question de Madina ou bien pour Séni. Sinon, je donne la parole à Guy. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Et merci Erika pour votre présentation. Là, j'ai envie de revenir sur un des volets que vous avez présenté, celui qui concerne les déjeuners scolaires, en fait, la fourniture de repas à l'école, parce que ça me paraît effectivement un enjeu essentiel et effectivement, c'est bon de souligner que le Canada fait un peu bande à part dans le G7. J'ai été amené à revenir un peu sur l'examen des programmes alimentaires aux États-Unis parce que j'avais des présentations à faire là-dessus et on sait que les programmes des déjeuners scolaires, c'est un volet très important
Et c'est un volet qui existe, on l'oublie souvent, depuis 1933-1935. Donc c'est un programme qui a subsisté depuis, qui s'est développé, qui a pris de nouvelles dimensions. Et on a peut-être tendance à oublier que chez nos voisins du Sud, il y a des exemples que l'on peut regarder. Regarder d'autant plus vite d'ailleurs que certains pourraient être menacés par un certain nombre de décisions. Moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement comment, au fil du temps, ce qui était d'abord une préoccupation de redistribuer des excédents agricoles dans les écoles, c'est devenu des programmes très sophistiqués qui ont intégré des préoccupations diététiques au fil du temps, qui ont intégré ces programmes de littératie alimentaire et qui ont intégré aussi des programmes de relations directes entre les écoles et les communautés agricoles du coin, avec des visites scolaires, etc. Ça veut dire aussi une articulation entre des orientations et du financement fédéral avec l'intervention des États, avec les commissions scolaires, avec les villes. Donc vraiment une articulation à plusieurs niveaux. Est-ce que de votre côté, c'est un peu comme ça que vous voyez les choses? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager effectivement, au-delà des initiatives qui existent déjà, notamment à Montréal, d'intervention en matière de déjeuner scolaire, comment on peut voir ce développement? Oui, excellente question. Effectivement, il y a plein d'enjeux et de défis par rapport à la mise en commun puis à rassembler en fait l'ensemble des acteurs qui pourraient être intéressés et pertinents à travailler ensemble. Puis il y a le chantier PASUC là, présentement qui est justement composé de l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à l'alimentation scolaire. Puis tu sais, quand on parle de repas dans les écoles, là, on essaie d'aller au Québec, on a déjà le club des petits déjeuners, la cantine pour tous, mais on veut vraiment aller vers un repas complet minimum, là, pas juste une collation le matin. Puis on veut aller vers de la littératie alimentaire, donc l'intégration de l'enseignement dans les programmes. Donc, c'est deux volets sur lesquels on travaille. L'articulation entre le fédéral et le provincial, aujourd'hui même, là, si vous avez ouvert les journaux, vous allez lire que c'est extrêmement problématique. On a des organismes en sécurité alimentaire, on a des exemples très concrets d'organismes qui se sont vus avoir leur financement fédéral bloqué par le provincial pour des questions pour des questions politiques. À mon avis, c'est horrible et inacceptable de la part d'un gouvernement de jouer ce jeu politique-là entre des paliers étatiques parce que ça prend en otage une population qui est dans des situations de manque de dignité, finalement, surtout des enfants. C'est un travail d'influence politique quotidien, là, puis ça serait super intéressant d'ailleurs, Élie, d'inviter Dany Martin pour qu'elle parle du chantier PASUC parce que c'est très, très riche, là, toute la démarche qu'ils ont fait. Ils ont des principes de gouvernance de ce programme-là. Les différents acteurs se sont rassemblés ensemble pour définir quel programme ils veulent développer pour le Québec. Il y a une proposition, il y a une évaluation économique qui a été faite avec l'IRIS. Donc, on a des chiffres, la proposition est là. Puis le gouvernement du Québec doit agir pour qu'on puisse avoir l'argent du Canada, puis qu'on puisse... il y a les deux volets, en fait. On veut qu'on ait l'argent fédéral, mais on veut aussi que le programme soit monté selon ce que les partenaires du milieu proposent. Parce que c'est possible qu'on aille ailleurs pour des raisons économiques, qu'on veuille aller dans un certain sens plus qu'un autre, mais au final, ce programme-là, il est existant, le rêve existe, puis il est très réel, il est très concret. La proposition est là. C'est quotidien, là, les pourparlers qui sont en cours à travers le chantier PASUC présentement. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Excellent. Merci, Erika. C'est qu'Amélie a travaillé dans le cadre de son projet d'intervention sur le PASUC. Là. Il y a deux de nos étudiantes actuellement qui travaillent aussi sur le projet. Il y a deux questions dans le chat. Là, je vais lire. Erika, comment comptez-vous mettre une saine alimentation à la disposition des populations qui craignent l'utilisation des engrais chimiques?
que tu comprends la question. La question de bail. Je suis sur mute, hein? Désolée. Oui, Donc, ben, il faut faire la promotion de l'agriculture, tu sais, je veux dire, de l'agriculture biologique, puis de diminuer l'accès à des produits chimiques, la vente, l'utilisation de ces produits chimiques-là à la base, à la source. On devrait faire en sorte que ça soit beaucoup plus contrôlé. Faire la promotion d'une agriculture qui est plus biologique. Je pense que c'est tout à fait raisonnable que les gens craignent l'utilisation d'engrais chimiques, puis qu'il faut nécessairement qu'on puisse avoir accès à plus d'aliments qui sont produits en agriculture biologique euh, partout dans le monde. Donc, comment comptez-vous le faire? Ben, à travers c'est ce qu'on essaie de faire à travers nos projets. Tu sais, quand on parle d'insécurité alimentaire puis de réponse à l'insécurité alimentaire, on veut sortir justement de l'approvisionnement des aliments qui sont juste des surplus de l'industrie, puis on veut connecter les réponses à l'insécurité alimentaire directement aux initiatives de production locale. Donc, c'est tout le monde, en fait, même les gens, tout le monde devrait avoir accès à des produits qui sont sains, locaux et éco-responsables. Donc, comment on compte le faire? Ben, on le fait en essayant de protéger les terres, en appuyant les producteurs locaux, en les connectant avec notamment les institutions. Parce que ce qu'il faut, c'est assurer une pérennité économique de ces producteurs-là. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait un marché. Oups, je m'entends. Il faut s'assurer qu'il y ait accès à un marché. Donc, un des paris, c'est de travailler avec les grands marchés institutionnels, notamment les institutions de santé et de scolaire, pour aller chercher une base d'achat qui permettrait ensuite aux producteurs de continuer à bien vivre puis à pouvoir offrir leurs produits aussi à l'ensemble de la population. merci Erika. Il y a une question de Pascal. Comment elle s'explique sur l'état que nous avons? Parce que ça fait écho un peu à l'agroécologie que tu mentionnais, Erika, peut-être à l'international. Tu veux compléter, Pascal? Oui, c'est parce que tantôt, quand elle répondait à la question, elle a mentionné que quand elle est allée faire les projets ailleurs, qu'elle est revenue ici, elle se disait, voyons, qu'on n'en parle pas, on commence à peine à en parler. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ce décalage-là? Tu sais, je suis pas une spécialiste non plus de l'agriculture, puis ça me gêne un peu de rentrer. Tu sais, genre, on a notre partenaire de l'UPA qui est là, puis il y aurait probablement une opinion pas mal plus pertinente que la mienne sur le sujet. Mais cela étant dit, ben c'est en lien avec un peu ce qu'on disait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on pousse au Québec finalement? Quel type d'agriculture on met de l'avant depuis 1997 alors qu'on a décidé de spécialiser dans la production de porc puis que nos petites fermes maraîchères tranquillement s'érodent au bénéfice d'une production qui est vouée à l'exportation plutôt que dans une perspective de gain économique plutôt que de nourrir notre société. Donc, tu sais, les décisions politiques, au final, à la base, sont orientées vers faire de l'argent plutôt que nourrir les gens. Puis l'agroécologie, ben, c'est pas ça le but. Fait que c'est sûr que ça n'a pas interpellé particulièrement les décideurs au Québec si on s'intéresse plus à une production alimentaire qui est dans une perspective économique que de nourrir. Ça serait ma réponse pour commencer. Mais je peux-tu rajouter quelque chose, Élie? Oui. Nous, dans le fond, on essaie de faire des initiatives là-dedans, puis on a remarqué que les donateurs, c'est comme nouveau qui investissent là-dedans, mais c'est nouveau qui investissent là-dedans au Québec, mais ils ont déjà investi là-dedans dans d'autres pays pendant plusieurs années, puis là, soudainement, là, ils le font, mais au Québec. Fait que, tu sais, je me dis, oui, il y a comme le palier gouvernemental, mais il y a aussi, tu sais, beaucoup de fondations qui, veut pas, eux, peuvent guider les orientations de certains secteurs. Là,
Ben, on se rend compte finalement que, puis c'est là que je dis comme, ben, les expériences ailleurs nourrissent vraiment ce qu'on fait ici parce que, honnêtement, les pratiques que j'ai vues il y a 10 ans ailleurs, on commence là, à les reconnaître et à dire, ah, ça serait pertinent et intéressant qu'on fasse ça pour le Québec. Puis, effectivement, c'est un peu le même principe dans les organismes de coopération internationale. De plus en plus, sont comme, bon, ben, on fait ce travail-là ailleurs, mais il serait très pertinent à le faire au Québec aussi, l'équivalent adapté, évidemment. Mais donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce mouvement-là qui a commencé quand même dans les 10 dernières années. Tranquillement, les organismes de coopération internationale s'intéressent à avoir un programme international, mais aussi au Québec. Puis là, d'avoir des échanges de pratiques dans ces programmes-là. Mais c'est difficile, puis là, il y a d'autres influences là, pour les OCI, là, les organismes de coopération internationale sont beaucoup en lien avec leurs donateurs. Fait que qu'est-ce que le donateur veut, c'est savoir combien de latrines ont été construites avec $100. Fait que bref, c'est une autre conversation. Sylvie, après Mourad, Sylvie, je sais que toi, tu as aussi une perspective internationale, hein. N'hésite pas si tu veux partager. Je te laisse aller. Oui, merci, Elie. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Merci. Merci, Erika, pour l'excellente présentation. Très belle synthèse, autant de ton expérience que de... Bah, je te tutoie, là, même si on ne se connaît pas, là. Ça ne dérange pas. Juste un petit commentaire sur ce qui vient d'être discuté avec Pascal. Je pense que c'est une question d'humilité aussi, hein. Le Canada, le Québec, on a souvent vu les pays en développement comme étant, ben, nous, on sait quoi faire, on est meilleur, on est bon, on n'a pas de pauvreté autant qu'il y en a. Alors, on va donner, oui, on donne, on aide, on a l'impression d'être bon, on l'est, oui, mais on ne regarde pas plus près de soi. On commence là, à regarder un peu plus près de soi, puis on commence à se tourner vers l'aide euh, locale, finalement. Puis c'est même pas l'aide nationale, mais c'est l'aide locale, là. Dans un même quartier, il y a des ultra riches, puis il y a des très pauvres, tu sais. Et c'est comme si on devenait un peu plus humble. Ça, c'est un petit commentaire par rapport à la petite conversation qu'on vient d'avoir. Euh, pardon? Vas-y, vas-y. Madame. Ma question, bon, tu as parlé d'agro-industrie, difficile à intégrer dans tout le processus de sécurité alimentaire. Parler d'agroécologie, peu de ressources. Puis je pense que en fait, la question de Guy de Bailleul a un peu ouvert ma question, mon intervention. Mon- la question de bras de fer entre le fédéral et le provincial, tout ça. Moi, ma question que j'ai depuis le début de la présentation, c'est est-ce que le Conseil SAM est inquiet de la montée de la droite, autant au fédéral qu'au provincial, parce qu'on se le cache pas, ici au Québec aussi, pas juste, tu sais, puis chacune des provinces canadiennes s'en viennent beaucoup plus conservatrices, le fédéral possiblement. Euh, on sait que les programmes sociaux, les programmes plus locaux, plus proches, qui sont un peu plus détachés des industries, de l'industrie, ils sont un petit peu moins en faveur, ben, pas en faveur, pas qu'ils sont pas en faveur, mais ils regardent un peu moins ça. OK? Ça fait partie, un peu moins partie de leur priorité. Est-ce que le Conseil SAM est inquiet et qu'est-ce que le Conseil fait pour, je sais qu'à Montréal, il y a une initiative qui fonctionne depuis quelques années. Je ne me souviens pas du nom, là, parce que moi, je suis à Québec, je ne suis pas à Montréal, où il y a de la consultation populaire qui se fait, une consultation pour quel projet vous aimeriez mettre en place, que la ville mette en place. Et puis, il y a un vote sur les projets qui sont proposés. Là, je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Est-ce que ça pourrait être un, un acteur, finalement, pour aider, pour rester ça au local, puis essayer de se distancer de la droite qui s'en vient encore plus présente, là. J'aimerais t'entendre là-dessus. Hein, c'est une bonne question. C'est fondamental de travailler sur la solidarité dans les moments comme ça. On va en avoir. En fait, les inégalités vont continuer à se creuser d'une façon inimaginable. Puis je pense qu'on le voit dans les moments de crise, les solidarités se construisent. Tu sais, moi, ce que j'ai aimé pendant la COVID, c'était
En tout cas, je vis dans une bulle, là, puis moi, tout ce que je voyais, c'était « Ah, je peux t'aider? » Puis on voyait les groupes d'entraide. Fait que dans les moments de crise, il y a aussi, j'essaie, moi, de garder, puis c'est une réponse très personnelle, je vais venir au Conseil SAM. Le Conseil SAM, pour l'instant, se rencontre là, en ce moment même, puis je vais y rejoindre tout de suite après. Mais tu sais, est-ce qu'on travaille sur la montée de la droite de façon active? Là, je vais être très honnête, là, on n'en parle pas encore, je dirais. C'est assez récent. On se voit 4 fois par année, le conseil. Mais je dirais, ce qu'on fait de façon active, c'est d'appuyer les initiatives de solidarité puis de participation citoyenne. Ce que vous avez mentionné, ce que tu as mentionné, c'est les budgets participatifs. Puis on essaie de transformer, justement, tu sais, quand je parlais de la carte proximité, c'était de ça que je parlais. C'est une initiative qui est solidaire, qui vise l'approvisionnement local, donc qui aident nos producteurs, mais aussi qui font en sorte que les personnes qui ont moins de moyens puissent aller dans les marchés, puissent aller voir les bio-locaux, puis s'approvisionner. Puis on veut, en fait, transformer ça, je rentre un peu plus là-dedans, on veut que ça devienne une monnaie. On veut que ça devienne utilisable dans le café. Si les citoyens, ensemble, décident que ce qui nous intéresse, c'est l'empreinte écologique, on veut être sûr que, mettons, ils s'approvisionnent à 50% localement. Donc, il y aurait une charte de qu'est-ce que les citoyens recherchent comme alimentation, qu'est-ce qu'ils veulent que leur commerce ou organisme, là, si c'est Chic Resto Pop, là, qui est un restaurant, ou si, peu importe que ça soit un commerce ou un organisme, quel type d'aliments ils recherchent. Donc, décider ensemble qu'est-ce qu'ils veulent, puis décider où est-ce qu'on va s'approvisionner, puis s'il y a des commerces qui veulent être accompagnés pour faire partie de ce système-là, qu'on ait les moyens pour les transformer leur approvisionnement puis faire en sorte que ça réponde à ce que les citoyens veulent. Donc, c'est des assemblées populaires qui décident, c'est du pouvoir citoyen, puis c'est un système alternatif qui permet de s'assurer de répondre véritablement aux besoins de tous et toutes. Donc, je pense que on le faisait déjà. Tu sais, comme on travaille pour renforcer la solidarité dans la communauté à travers ces projets-là. On veut aller vers une meilleure agentivité, donc que le savoir, l'expérience des gens en général soit valorisé dans les projets puis qu'ils puissent avoir un pouvoir dans ces projets-là. On veut pas juste passer un sondage, on veut transformer les projets pour qu'ils deviennent véritablement avec un apport que le citoyen puis le bénéficiaire participe à la gouvernance de ce projet-là. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est un peu éloigné là, de la montée de la droite, mais c'est de continuer à travailler vers des solidarités puis redonner le pouvoir aux citoyens à travers les initiatives qu'on peut faire quelque chose. Il y a une limite, tant par rapport à ce qu'on peut faire que l'impact que la montée de la droite peut avoir sur nous, dans le sens que c'est intéressant de s'intéresser. On peut regarder c'est qui nous finance. Puis, au Conseil SAM, c'est le ministère de l'Agriculture, la Direction régionale de santé publique, c'est la Ville de Montréal, puis une fondation en particulier M361 qui est comme liée à une fondation. Donc, est-ce que le financement du fédéral nous affecte? Non. Est-ce qu'au Québec, si le gouvernement du Québec, on est plus affecté par le local, donc si le gouvernement du Québec changerait, peut-être que là, on aurait plus d'impact. Mais on est vraiment au niveau presque du municipalisme, donc on est moins touché par ces mouvements-là internationaux, mais c'est sûr que ça va avoir une pression. Moi, ce que je vois, c'est plus une pression au niveau des besoins. Il va avoir, on a déjà une pression intense avec toutes les personnes en situation de précarité, des statuts précaires, des personnes récemment immigrées à statut précaire qui ont besoin d'appui. Puis là, il y avait toute cette problématique-là à traiter dans les organismes en sécurité alimentaire qui sont pas capables de répondre aux besoins. Puis c'est ce genre d'explosion-là des précarités qui va nous faire travailler encore plus fort, puis qui nous fait transformer nos façons de travailler. Donc, on n'est pas en mode « Oh mon Dieu, on va disparaître », contrairement à quand on est dans un organisme de coopération internationale, quand le gouvernement fédéral change, oui, on capote, puis oui, nos financements vont disparaître pendant un temps. On l'a vécu à travers Harper, mais comme Winston Churchill disait, « When you go through hell, keep going ». Keep going. Ok, c'est parfait. Merci. Merci, Erika. Mourad,
Bonjour tout le monde. Merci Élie, merci Madame Salem pour cette belle présentation. Euh, et moi, ça va être une question, mais en même temps, commentaire là, tu sais, par rapport à la difficulté d'intégrer l'industrie là, agroalimentaire dans tout ce qui est discussion et planification par rapport au système alimentaire. Je suis un peu étonné. Là, je vais viser direct, là. Je parle pas des épiceries, là, des grandes distributions, ni de la chaîne logistique. Là, je vais cibler plus les producteurs, la partie à la base là, de la chaîne d'approvisionnement. Et étant donné que on est quand même, le portrait de l'agriculture au Québec est quand même à l'opposé du portrait canadien et nord-américain en général, là, parce qu'on a quand même 70% ou peut-être un peu plus là, des entreprises qui sont petites au Québec. C'est pas les grosses machines, c'est pas les grosses fermes, puis c'est des fermes familiales. Puis toutes ces fermes-là, il y a beaucoup de fermes qui sont un peu dans le réflexe d'éviter le gaspillage, de donner aux banques alimentaires, d'avoir des initiatives, là, d'ouvrir leurs fermes aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller ramasser les récoltes qui sont restées puis qu'on récolte pas. Donc là, je me pose la question, est-ce qu'il y a un problème de communication, de compréhension mutuelle de part et d'autre, tu sais, des organismes qui activent dans le domaine de la sécurité alimentaire et puis de ces gens-là? Est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus? Parce que tu sais, tu sais, on n'est pas dans le genre Amazon, là, tu sais, à échelle humaine, puis on peut parler avec ces gens-là, étant donné qu'ils ont déjà de l'intérêt à donner. Puis ça d'un côté, puis de l'autre côté, j'aimerais ça rajouter le fait là, tu sais, dès qu'on est un peu en retard par rapport à l'agroécologie, au Québec, on représente quand même aussi là-dedans 44% de la production biologique du Canada, elle vient du Québec. C'est quand même un gros pourcentage là-dessus. J'étais un peu étonné là à vous entendre, tu sais, souligner le fait que on est quand même un peu en train de la pote là, un peu. Puis l'autre question que j'avais, c'est par rapport à l'achat local, puis tout ce qui est approvisionnement. Tu sais, je me pose toujours la question, tu sais, comment qu'on peut jumeler achat local, agroécologie, impact environnemental, alors qu'on sait que production locale n'est pas nécessairement synonyme d'impact positif ou d'agroécologie par le fait que si on regarde le cycle de vie de la production, tu sais, il se pourrait qu'on achète un produit, je ne sais pas d'où, là, du Japon ou de Chine ou peu importe dans le monde, le plus loin possible, et puis qui serait plus écologique que de le produire ici. Donc, c'est la question que je me pose. Comment qu'on peut aller jumeler ces deux-là pour pouvoir dire que on s'approvisionne de façon à avoir le moins possible d'empreinte écologique. Merci Mourad. Ouais, merci. Bienvenue. Ça rejoint beaucoup, après ça, les données, je ne sais pas d'où elles viennent, là. C'est très intéressant de toujours revenir aux données, puis ça, c'est quelque chose que je célèbre. Tu sais, je l'ai mentionné aussi rapidement, là, les producteurs sont les grands oubliés un peu des systèmes alimentaires, puis des systèmes alimentaires territorialisés. On va avoir dans notre gouvernance plein d'acteurs, mais au final, les producteurs, ce sont des gens qui sont extrêmement occupés et pas faciles à mobiliser, ils vont dire, tu sais, au final, déjà sont surchargés, ils ont une surcharge mentale, économique, toute leur vie ne va pas bien, là. Ce qu'on pourrait nommer aussi, c'est comment les producteurs sont en détresse psychologique au Québec et c'est extrêmement grave. Donc, oui, on a des petites entreprises, mais elles ne vont pas particulièrement bien non plus. Donc, je pense que l'espace mental, puis même de travail ou de temps, est très limité, ce qui est un défi sur lequel on doit travailler. Nous, c'est sûr que je vous avouerai de façon très honnête, là, à Montréal, je suis pas la plus en lien avec les producteurs parce que mon territoire est quand même pas très producteur. On est très agriculture urbaine, on a beaucoup de transformation, on a beaucoup d'économie circulaire, super intéressant les innovations qui ressortent, mais j'avoue que je suis pas dans mon quotidien ici, dans mon expérience, avec des grands producteurs, ben, grands ou petits producteurs. On va avoir quelques fermes par-ci, par-là de production urbaine qui sont super intéressantes, même révolutionnaires.
Mais oui, c'est un problème à l'échelle du Québec, puis c'est une question qui se pose, puis sur laquelle on va continuer à travailler activement dans le Forum SAT pour assurer la participation des producteurs, puis vraiment avoir leur son de cloche à leur vision à eux de ce qu'il en est. Pour la production bio, mais c'est toujours une question de certification. C'est un peu limité, je trouve, la conception du bio. Puis en fait, on a plein de bio au Québec, mais on ne le reconnaît pas parce que c'est une appellation contrôlée. Puis, mais c'est juste de c'était plus en termes d'usage de concept. Pour moi, c'est important d'utiliser certains mots. Puis le bio, mais a quand même cette connotation qui peut être perçue négativement pour différentes façons, que ce soit à cause que justement c'est très contrôlé ou je ne sais pas, il y a une perte de confiance dans ce système-là aussi. Donc, quand on parle d'agroécologie, je trouve que on parle des techniques de production, l'intérêt, c'est l'éducation vers ça. C'est la compréhension de ces techniques-là qui sous-tendent la production. Puis le système plus large, le lien avec la communauté, l'intérêt de partage aussi, puis l'échange qu'il peut avoir dans ces pratiques-là, puis dans ces capacités de production-là. Puis, c'est tellement pertinent, la question de l'équilibre entre dans l'approvisionnement entre le local, l'impact environnemental. Puis, je pense que c'est là, tu sais, je parlais des données, c'est tellement intéressant de s'intéresser de façon plus pointilleuse à, ben, comment je fais pour est-ce que ma tomate qui vient d'une serre dans le coin de Victoriaville elle est locale? Mais est-elle véritablement plus écologique? Puis la réponse, c'est souvent non, ça va être plus écologique de faire venir une tomate en terre du Mexique. Puis bref, là, je vous donne pas des vraies données, mais c'est là qu'on a besoin de l'analyse de cycle de vie, puis une meilleure compréhension de l'impact environnemental des différents produits, puis qu'on prenne des décisions, pas juste au niveau individuel, parce que c'est là que moi, je m'arrête un peu. On n'est pas tant dans l'individu qui est au marché, on veut travailler plus haut, on veut travailler dans les environnements alimentaires, je veux travailler justement peut-être avec les distributeurs, les détaillants, les institutions, que eux prennent les décisions de qu'est-ce qui devrait être mis de l'avant dans un hôpital, dans une école, puis que là, ces décisions-là soient appuyées par des vraies données, par des vraies connaissances. C'est du fine-tuning, mais c'est super pertinent. C'est manger du fromage au Québec, ça a un impact environnemental super important. Donc, t'as beau être un bon Québécois qui mange son petit Québec, mais tu es en train de faire des GES à n'en plus finir, autant presque que si tu manges du porc qui est fait en Montérégie par le cousin de ton ami, ben, ton impact environnemental est peut-être moindre. Donc, c'est vraiment une question d'analyse de cycle de vie de données que j'ose espérer qu'on va réussir à vulgariser le plus rapidement possible, puis les utiliser dans nos décisions. Excellent, excellent. Merci. Je ne sais pas s'il y a une dernière réaction. C'est quelqu'un qui tient à poser sa question. Sinon, Amélie a accepté de nous faire ressortir quelques messages clés. C'est notre messager du jour. Fait que, Amélie, je te donne 5 minutes comme ça, c'est correct? Je te laisse aller. Merci. Oui, merci. Ben, peut-être juste une petite question là, légère comme ça, Erika, à la fin. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton panier hebdomadaire en Palestine? Je suis curieuse. C'est même pas si original que ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des aubergines, il y avait des tomates, il y avait des concombres. Tu sais, ça ressemble un peu, je reproduis moi-même ce panier-là tout le temps vu mes origines libanaises. Qu'est-ce qu'il y avait? Des oignons. Il y avait j'ai rien de super excitant à nommer dans mon panier, mais il y avait aussi beaucoup de sauge. Euh, il y a cette utilisation-là là, de la sauge, de l'amande dans les thés qui revenait souvent. Mais ouais, c'est un panier quand même assez commun. Bon, ben merci. Là, je voulais demander en tant que passionnée d'alimentation, de bouffe. Merci. Bon, la tâche de faire la synthèse, de ressortir les messages clés,
C'est toute une tâche. Donc, j'ai pris des notes pendant la présentation d'Erika. Je voulais dire, premièrement, c'était très, très riche. Erika nous a illustré là, une vision systémique de la sécurité puis des systèmes alimentaires. Puis vraiment illustré à l'aide d'une foule d'exemples concrets qu'elle a elle-même vécu de par ses expériences professionnelles présentes et passées. Et ça, c'est très riche, donc de dépasser un peu la sphère théorique. Une mention spéciale pour la photo de l'enseigne de la menuiserie Sanghaï. Pas de problème, que des solutions. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, dans ses premières diapositives. Alors, ça représente bien un peu aussi le message d'Erika. Oui, tu sais, il faut être réaliste, il faut voir tous les problèmes, mais c'est vrai qu'il y a des solutions. Puis Erika en a mentionné beaucoup aujourd'hui dans son allocution. Son message aussi de l'importance de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Puis d'ailleurs, je voudrais vraiment, Madame Dessert, là, le mot que vous avez utilisé, l'humilité, j'ai adoré aussi ce passage. Donc, l'importance de s'inspirer des savoirs traditionnels, pas nécessairement non plus être toujours à la recherche des nouveautés. Il y en a des expertises qui sont là, puis justement, la transition des systèmes alimentaires. Ben, c'est une transformation qu'on le sait qui doit être rapide. Il y a des expertises, donc euh, regardons ce qui se fait ailleurs. Ensuite, aussi, même si on a des contextes différents, c'est super intéressant de voir comment les autres agissent sur les environnements, les facteurs, les systèmes alimentaires. La station, Erika, Maria. Ah, malheureusement, son nom de famille m'échappe, mais la citation qui disait de ne pas travailler sur la résilience, d'augmenter la résilience des individus, mais bien de changer les facteurs environnementaux. Ça, c'est pour moi, c'était très fort comme citation, mais en même temps, tu as aussi dit qu'il faut absolument tenir compte des besoins des individus. Tu as ramené à cet égard aussi un des deux nouveaux piliers là, de la sécurité alimentaire qui est ajouté à la définition, donc l'agentivité. Alors, on ne veut pas juste consulter les gens, on veut qu'ils aient un réel pouvoir d'action à changer les choses. Ensuite, ben, tu as parlé justement, tu sais, ici, c'est une maîtrise professionnels, donc des gens qui vont être dans l'intervention en sécurité alimentaire, l'importance d'avoir des actions multiples, balancées pour répondre aux multiples enjeux, puis de ne pas voir de manière dichotomique les actions de sécurité alimentaire ou d'aide alimentaire, puis la transition des systèmes alimentaires. Donc, c'est un continuum. Euh, Ensuite, tu as super bien vulgarisé les systèmes alimentaires territorialisés. C'est pas évident à faire, mais j'ai trouvé que c'était super clair. Puis tu as vraiment dit souligné l'importance d'avoir une vision commune parce qu'on sait, c'est pas évident d'avoir des actions efficaces. Donc, ça facilite la collaboration. Ensuite, ben, juste pour dire, là, tu nous as parlé de ce que tu fais là, au Conseil SAM. Tu as aussi parlé du Forum SAT, puis ça, je conseillerais vraiment là, à mes collègues de la maîtrise de vous inscrire ben, à tout le monde, de vous inscrire aux infolettres. Je trouve que c'est deux instances qui nous permettent vraiment de nous garder au courant de ce qui se fait au Québec, pas seulement à Montréal, parce que bon, il y a un grand, grand partage d'expertise, de connaissances. Il y a plein d'activités, d'événements. Vraiment, ça vaut la peine. Ensuite, ben, je vais conclure. Là. J'ai beaucoup aimé la conclusion là, d'Erika. Tu nous as rappelé aussi en tant qu'intervenant là, l'importance d'inclure le plaidoyer du droit à l'alimentation à nos actions. Donc, toujours revenir à la base, à nos motivations, nos convictions. Puis merci encore pour le mentorat. Merci. Excellent. Merci Amélie. Merci pour ces points-là. Donc, j'ai mis dans le chat le visuel pour le prochain midi-conférence. Ce sera le 27. On sera avec la Ruche Vanier, plus à Québec ici. C'est que Pascal et son équipe vont venir nous parler un peu de leur initiative sur, vous l'avez là, sur le camion Ipsiri mobile. Là. Ce programme, c'est vraiment intéressant.
parce que ça se déploie. Puis on a hâte d'entendre depuis l'automne comment, en tout cas l'état des lieux. Et puis c'est vraiment inspirant. Alors de mon côté, je voudrais vraiment prendre le temps de vous remercier. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que ça n'a pas été une perte de temps, mais il y a beaucoup d'enseignements qu'on a tirés. Alors, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 27. Encore merci, Erika. Merci pour ton temps d'avoir accepté venir ouvrir. On va dire c'est le 8e, mais c'est vraiment le tout premier de 2025. Merci beaucoup et au plaisir de rester en contact. Alors, sur ce, merci et puis on se tient au courant. N'hésitez pas de regarder. En tout cas, je sais que régulièrement, on donne l'information. Restez à l'afflux. Merci, Élie, pour l'invitation. C'est super agréable. À bientôt. Plaisir. À bientôt. Bye. Merci, Élie. À bientôt. Merci, bonne soirée.